Marie. Bonjour et merci de Bonjour. nous recevoir. Vous êtes maintenant un habitué de Solo Opéra. Et je sais de toute façon, mais tout le monde sait que l'opéra, ça a toujours été votre vrai intérêt. Et cette fois-ci, c'est donc la mascotte. Alors, j'ai pas lu le dossier de presse, donc qu'est-ce que vous pouvez faire comme tous ceux qui nous regardent? Eh ben, Nous la dire- mascotte, c'est un opéra comique typique de ce qu'ont créé dans cette salle Favart à l'opéra comique le siècle dernier. Il faut savoir que seulement à la fin du siècle dernier et jusque dans les années 50, 1950, on a créé à l'opéra comique plus de 300 opéras comiques contemporains. Aujourd'hui, Boulez se plaint qu'on ne crée plus d'opéra contemporain, qu'on n'en écrive plus. On écrit quelques opéras contemporains, on en joue très très peu, mais ceux qu'on écrit sont toujours sur des livrets sinistres. Plus c'est tragique, mieux c'est, comme si la musique avait du mal aujourd'hui à s'accommoder à autre chose qu'à des livrets sérieux. Dans le siècle dernier, on créait des opéras contemporains sur des livrets comiques, parfois tragiques aussi. Il ne faut pas oublier que Carmen est un opéra contemporain. Maintenant, c'est devenu l'opéra le plus joué au monde, mais quand ça a été créé, c'était de la musique contemporaine. Et mon prédécesseur, Delocle, qui était directeur de l'opéra comique, qui n'aimait pas du tout Bizet, a dit c'est de la musique cochin chinoise. Eh bien, Audran, c'est pareil, c'était de la musique contemporaine à l'époque. C'est une opérette absolument charmante, sur un livret d'une légèreté aussi légère que le duvet du dindon qui est le personnage quasiment principal, puisque la mascotte est une grosse fille à la rougeaude qui est gardeuse de dindons. Et dans la mascotte, il y a d'ailleurs cette œuvre célèbre « J'aime mes dindons, j'aime mes moutons ». Et figurez-vous que la mascotte a beaucoup impressionné Nietzsche. Hein, il faut le savoir, ça. Et Nietzsche a dit de la mascotte que c'était une œuvre formidable, légère, typiquement française, insolente et espiègle. L'espièglerie, le mot, Nietzsche a employé ce mot espièglerie, l'espièglerie française. C'est un livret espiègle. C'est l'histoire d'une fille qui porte chance, une gardeuse de dindons, une paysanne, qui, quand on la possède dans sa ferme ou dans son palais, puisqu'elle est d'abord dans une ferme, et puis elle est kidnappée par un prince qui a la guigne, qui n'a que des malheurs en fait, eh bien elle porte chance aussi longtemps qu'elle restera vierge. Et donc tout le thème de l'opérette, c'est de faire en sorte que cette fille reste vierge. Et comme elle adore les garçons, et qu'en plus il y a un garçon de ferme, un berger, pipeau, dont elle est folle, vous imaginez les péripéties. La musique est incroyable, parfois légère, parfois pas extraordinairement inspirée, et puis tout d'un coup ça passe. Audran est le roi de la valse. Il faut croire que ce ne sont pas les Autrichiens qui ont inventé la valse, d'ailleurs vous le savez, ce sont les Provençaux. C'était une danse provençale qui s'appelait la volta. On se retournait. Le trois-temps n'a pas été inventé par les Autrichiens. Et Audran a écrit des valses dans la mascotte absolument extraordinaire que l'ensemble orchestral de Paris, qui est dans la fosse, joue comme si c'était les valses viennoises. Et puis tout d'un coup, il y a des duos qui sont du vrai bel canto. Du vrai bel canto. On se croirait chez Verdi, on se croirait chez Rossini. Donc on va se régaler. Mais J'espère. il y a une chose que j'ai remarqué, c'est-à-dire que depuis 20 ans, chaque fois que je lis la présentation d'une opérette ou donc enfin dans par la bouffe, il y a la citation d'un personnage comme donc, tu viens de faire, Nietzsche et autres, c'est-à-dire tous les plus grands de son monde, ils ont tous aimé ça, et puis à chaque fois il faut se justifier de dire excusez-moi, j'aime l'opérette. Et tu sais tu sais que Wagner, son rêve, c'était d'être compositeur d'opérette. Et puis, il était très jaloux d'Offenbach. Et puis finalement, il s'est dit c'est plus facile de faire dans le sérieux parce qu'on est plus respecté. Pourquoi tu as tout à fait raison, pourquoi essayons-nous de nous justifier quand on monte une opérette? Parce que nous autres peuples français, nous avons honte de notre propre patrimoine. Tu sais, on dit souvent des habitants de Turin qui sont très froids. C'est un public extrêmement froid. Et parce qu'ils se prennent pour des Suisses. Les Turinois se prennent pour des Suisses, sous prétexte qu'ils sont au pied des Alpes. Eh bien,
les Français se prennent pour des Scandinaves. Ils aimeraient être Scandinaves, ils aimeraient être hanséatiques, ils aimeraient être germaniques, mais ils ont honte de l'huile d'olive qu'ils consomment, ils ont honte de l'ail qu'ils mangent, ils ont honte de leurs racines latines et méridionales. Et donc, nous méprisons notre propre patrimoine, alors que les Anglais, par exemple, exhument la moindre opérette ou opéra-bouffe existante dans les fonds de tiroir et la montent à Glyndebourne ou à Édimbourg. Eh bien, nous, on a l'impression que c'est un répertoire honteux, que l'on veut cacher, à tel point que pas une maison en France, sauf parfois quelques maisons de province, n'ose monter ce répertoire. Hugues Gall à l'Opéra de Paris, mon ami, que je respecte beaucoup, montra Fledermaus en allemand, mais pour rien au monde, il ne montrait la mascotte d'Audran. Et pourtant, quelle est la différence musicalement Donc, de toute façon, tout est bien dans le meilleur des mondes, puisque tu es directeur de l'Opéra Comique. Et moi, je me souviens que l'année dernière, quand tu avais monté les contes d'Hoffmann à Orange, oui. J'avais même écrit que c'était l'annonce de quelque chose de merveilleux qu'on allait voir à l'Opéra Comique. Et je pense que c'est la situation qu'on a eue. Alors donc, je viens de le monter, les contes d'Hoffmann à Buenos Aires, à l'intérieur, au Colón, et c'était très très bien. Mais malheureusement, je ne peux pas me le payer à l'Opéra Comique, pour le moment. Alors que ça a été créé à l'Opéra Comique, les contes d'Hoffmann. Pourquoi ? Parce que moi, j'aime trop l'opéra pour le faire chanter par des chanteurs ringards. Ça a été fait parfois dans le passé ici, tu sais, à l'Opéra Comique, on a essayé de monter des opéras sérieux avec des élèves du conservatoire, des jeunes chanteurs qui étaient vaillants, mais une voix, ça se bonifie, hein, c'est comme boire du Bordeaux de l'année, quoi. Et moi, j'aime tellement les voix. Là, j'arrive du Théâtre Real de Madrid, où j'ai monté Cenerentola pour la xème fois. Bon, j'avais Sonia Ganassi pour faire Cenerentola, j'avais Corbelli pour faire Dandini, j'avais Raúl Jiménez, le ténor argentin. Bon, j'avais des vraies voix. Et ici, je ne veux pas monter du lyrique avec des voix de tocarde. Et la mascotte, par exemple, ça coûte très cher. Nous perdons de l'argent avec la mascotte. Parce qu'Isabelle Vernet est une vraie chanteuse, Barrard est un vrai chanteur. Ce sont des vrais chanteurs. Tu vas venir, tu verras, ce sont des vrais chanteurs d'opéra. Et on a beau augmenter le prix des places, on essaie de ne pas être aussi cher que l'Opéra de Paris, mais la jauge de l'Opéra Comique étant de 1000 places à peu près, valable, nous perdons de l'argent. Et donc tout mon combat, et je dois dire que Tasca commence à être sympa avec moi, j'ai peut-être réussi à la convaincre un peu qu'on était misérable, nous a augmenté la subvention. Nous n'avons pas encore de budget artistique, mais nous avons une subvention qui couvre déjà les frais du théâtre, ce qui est pas mal. Et je cherche maintenant à constituer à l'Opéra Comique un vrai budget artistique qui me permettrait 2-3 fois par an de monter les contes d'Hoffmann, de monter la mascotte d'Audran, et puis aussi de monter les opéras bouffe contemporains, puisque j'ai commandé à Wolinski un opéra bouffe sur mai 68, j'ai écrit moi-même Carmen II, le retour, avec Daguerre et Bizet, qui a l'air très content, Bizet, dans sa tombe, qu'on s'amuse un peu avec lui. Et ça va être créé à Turin, au Reggio de Turin. Chez les Suisses, hein. Chez les Suisses, les Suisses italiens. Oui. Et bon, il faut aussi créer des opéras bouffes contemporains, mais 1-2 fois par an, exhumés du vrai répertoire. Tu sais que Manuel de Falla a créé un opéra comique ici. Il y a des trésors absolus. La voix humaine a été créée ici. J'essaie de convaincre Bob Wilson de venir la monter. Bob Wilson, à lui tout seul, coûte aussi cher qu'une troupe entière, donc je préfère qu'il vienne monter la voix humaine parce qu'il y a une seule chanteuse, tu vois. Mais tu comprends ce que je veux dire. Mais il y a de véritables trésors, et je crois que l'opéra comique, c'est la maison où devraient être donnés et joués ces trésors.
On reprend Irma la Douce que j'avais monté à Chaillot, qui est une comédie musicale, parce que on a refusé du monde à Chaillot, et c'est de la musique, c'est du lyrique contemporain. Marguerite Monod était l'élève de Nadia Boulanger. C'est des airs absolument formidables, et puis surtout ça me permet de gagner de l'argent. Avec Irma la Douce, je gagne de l'argent pour monter au mois de février La Vie parisienne. Je monte La Vie parisienne d'Offenbach au mois de février avec des vrais chanteurs. Et puis j'accueille William Christie, qui était mon concurrent malheureux à la direction de l'Opéra Comique, avec Le Retour d'Ulysse. Il faut dire que ça aussi, ça coûte très cher. 4 représentations de ce merveilleux spectacle baroque nous coûtent plus d'un million. J'ai l'air de ne parler que de chiffres, mais il faut savoir que chaque fois qu'on joue un opéra à la Bastille ou au Châtelet ou à Garnier, on perd entre 500 000 et 1 million de francs. Pour ça, il faut avoir un budget, il faut avoir de quoi perdre. Moi, je n'ai pas de quoi perdre. Alors, Irma la Douce va payer William Christie, va payer un peu... ça veut dire que l'opéra, ça reste quand même toujours cher, quoi. Tu ne peux pas faire d'opéra, tu ne peux pas gagner d'argent avec de l'opéra, sauf à monter des petits Rossini dans les salles de 2000 places. Mais à Madrid, par exemple, le Cenerentola, ça rapporte de l'argent au théâtre, même avec des très bons chanteurs, parce qu'ils ont 2500 places. Mais ici, avec 1000 places, ça n'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup. Et à la fin de l'année, grand spectacle, opéra contemporain cubain, Chano Pozo. C'est ce qui se vend le mieux pour le moment. C'est l'histoire du tambour afro-cubain qui part en Amérique et qui va conquérir le jazz. Parce qu'il ne faut pas oublier que le jazz, c'est aussi de la musique contemporaine. Il ne faut pas oublier que Stravinsky se faisait envoyer les partitions de Duke Ellington pour les déchiffrer, que sans Duke Ellington... mais Duke Ellington, lui, il a toujours rêvé pendant toute sa vie. Il a même écrit énormément d'œuvres symphoniques. Absolument. C'était son grand regret qu'on ne le prenne pas. Alors, Chano Pozo, c'est une œuvre symphonique et lyrique d'inspiration afro-cubaine. Ça, c'est viendra la voir. À la fin de la saison. Merci à vous et... Moi quand je te regarde, j'ai là comme une grosse bête qui me chatouille. J'aime bien tes boutons. Quand chacun le fait, Verdet. Bonsoir. Donc Bonsoir. Nous sommes à quelques minutes de la générale. Tout à fait. De la mascotte. Et là, c'est vous. Donc c'est vous qui avez le rôle principal. C'est vous la mascotte. Oui. Et donc Jérôme Savary nous a dit tout le bien qu'il pense de cette pièce et de vous-même, en nous citant jusqu'à Friedrich Nietzsche, qui paraît-il avait été complètement séduit. Oui. Et vous, alors, comment est-ce que vous vivez ça en tant que chanteuse? En tant que chanteuse, c'est une œuvre qui est vraiment très drôle, qui est une œuvre, c'est une œuvre très vocale aussi. Donc moi j'ai l'habitude de chanter des rôles très vocaux dans l'opéra. Je viens de chanter Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas au Festival de Prague. J'ai chanté Pénélope au Théâtre des Champs-Élysées. Donc si vous voulez, c'est une œuvre, c'est une opérette, opéra comique plus exactement, qui est vocale, qui est drôle, où il faut dire le texte, où il faut chanter. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui regroupe à la fois tout ce que j'aime et tout ce que j'aime faire. La comédie, le chant, la musique est magnifique, vraiment. La musique d'Edmond Durand est vraiment très, 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 très belle. Donc je veux dire, peut-être pour ça que tous les gens connaissent. Évidemment, il y a des airs comme « J'aime bien les dindons »,« J'aime bien mes moutons », qui sont connus par tout le monde, vraiment. Ou alors « Les envoyés du paradis »,
aussi. C'est des airs qui sont aussi très connus dans la partition. Mais c'est une œuvre que j'aime et que j'aime défendre en tant que française. Edmond Audran étant français, musique française, donc chanteur français. Et je rigole bien à faire ça, vraiment. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et est-ce que par hasard, vous êtes l'arrière-petite-fille de Horace Vernet? Non, malheureusement, non. Non, 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 non. mais ça aurait pu être, puisque vous dites Ça aurait pu être, que- effectivement. Non, parce que vous revendiquez tellement fort cette culture française dont on peut être fier. On justement, peut après être fier. Il y a des chefs-d'œuvre français, de musique française, vraiment des chefs-d'œuvre. Mais dans Aussi- l'opérette d'ailleurs. Dans justement. l'opérette, dans l'opéra aussi, vraiment, dans les mélodies aussi. On a des chefs-d'œuvre qu'il faut. Je défends cette musique parce que je suis aussi française. Donc si c'est pas les Français qui chantent cette musique, qui peut les chanter? Qui est-ce qui va le faire? Et on doit aimer cette musique. C'est vraiment, c'est notre culture, notre patrimoine. Et on se doit de la défendre, cette musique. Et est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec Jérôme Non, j'ai créé La Vie parisienne avec lui, mon Dieu, en 89, au Théâtre de Genève. Donc j'ai commencé à travailler avec lui. On a créé La Mascotte à Montpellier il y a 3 ans. Et nous avons créé un spectacle l'année dernière, toujours à Montpellier, qui s'appelle 14 juillet, sur un livret de Franklin Le Naour. Donc un pastiche un peu d'opérette. Et donc voilà, c'était la 3e fois que je travaillais avec Jérôme. Et maintenant, reprise de Mascotte. Donc, Et alors, est-ce que je peux vous demander quel est votre rêve dans la lyrique? Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que vous mon rêve. aimeriez Alors, chanter? mon rêve serait de chanter Tosca, de chanter La Maréchale dans Rosenkavalier. Ça, ce sont, et évidemment Zieglin dans Valkyrie. Ça, ce sont les 3 rôles que j'aimerais vraiment, vraiment chanter. Donc ça peut être que c'est les 3 prochains opéras que Jérôme va monter À l'opéra comique, ça m'étonnerait, parce qu'il ne monte que des opérettes ou que des petits opéras comiques. Oui, c'est vrai qu'il nous a bien expliqué voilà, la difficulté qu'il y a. Exactement, exactement. Donc c'est et vraiment le soin autre que lui, chose. il n'a pas, parce qu'il m'a dit que effectivement, lui, ce qu'il voulait, c'était une voix aussi, Bien sûr. aussi bonne Bien que sûr. la vôtre pour jouer dans un opérette de ce genre. Mais disons que encore une fois, c'est vocal. Donc on ne peut pas donner ça à des chanteurs qui n'ont pas de voix. Je veux dire, on ne donne pas la grande duchesse à quelqu'un qui n'a pas de voix. Trop souvent, on a mis l'opérette en, comment dirais-je, on a dit que c'était un art mineur, mais c'est pas un art mineur. Ça a été, oui, il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que des chanteurs n'ayant pas de voix, ne pouvant pas chanter de l'opéra, se sont mis à chanter de l'opérette avec des petits moyens. Donc, petits décors, petits costumes, pas de maquillage, pas de perruque. Donc, c'est devenu un art mineur. Mais maintenant, les chanteurs d'opéra s'amusent, si vous voulez, à chanter cette musique légère, entre guillemets légère. Encore une fois, la musique d'Edmond Audran, aussi bien pour le baryton, donc qui chante avec moi Marc Barrard, qui est un baryton aigu. Le rôle de Pipeau est aussi très très vocal. Ce sont 2 rôles particulièrement vocaux. Mais je vous remercie de nous avoir concédé tout ce Merci temps. à vous. Je sais qu'on vous attend et je vous dis merde. Monsieur Marc Barrard, bonsoir. Nous sommes donc à quelques Bonsoir. minutes de la générale. Oui, De la Mascotte, et nous avons entendu tout le bien que la Mascotte pense de vous en tant que chanteur. Mais ce qu'on aimerait bien savoir, c'est comment est-ce que vous rentrez dans ce personnage, c'est-à-dire, enfin, qu'est-ce que c'est que ça signifie enfin, pour vous aujourd'hui chanter cet opéra, et comment est-ce que vous l'avez abordé? Eh bien, vous avez bien dit, parce que quand vous avez dit comment vous faites pour chanter cet opéra, je considère ça vraiment comme un opéra. Si ce n'est qu'il y a du texte parlé dedans, donc c'est pour ça que je considère ça maintenant comme une opérette. Mais la partition musicale, la tessiture, il faut chanter ça comme de l'opéra, et c'est comme ça que les gens redécouvrent les partitions, parce que il y a vraiment de quoi faire. Il y a des passages très lyriques, très chantés, très romantiques, des beaux duos, des beaux airs. Et il ne faut pas, sous prétexte que, entre guillemets, c'est de l'opérette, négliger la partie musicale. Voilà. Oui, donc, d'ailleurs, enfin, vous êtes tout à fait un chanteur d'opéra. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les rôles que vous avez l'habitude de...
Ah ben, je fais beaucoup le bel canto et le répertoire français, genre Valentin dans Faust, Albert dans Werther, qu'est-ce que je fais aussi? Lescaut dans Manon, dans le répertoire italien, le Barbier de Séville, Figaro, le Figaro aussi, des Noces de Figaro, le Comte aussi, dans les Bellini aussi, les Puritains, Lucci a dit la mer mort, voilà, enfin tous les bels cantos, les barytons lyriques quoi. Oui, enfin, parce que d'après ce qu'elle m'a dit, donc, Madame Vernet, Oui. vous êtes un baryton, mais un baryton aigu. Oui, c'est un baryton. C'est pas le baryton Martin qui est encore plus aigu, qui est le Pelléas. Le baryton Martin, c'est le Pelléas bon, de Debussy. Moi, je vais faire là cette saison, je vais faire Golo dans Pelléas. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Mais c'est vrai que je chante pas mal de barytons aigus. Mais la mascotte en fait partie d'ailleurs. Hein. Robert Massard, qui était un baryton très connu, un baryton français très connu, a beaucoup chanté Pipeau dans la mascotte. Et est-ce qu'il y a par exemple un rôle enfin, qui vous fait rêver que vous n'avez pas joué encore? Oui, j'aimerais beaucoup faire le Marchese di Posa dans Don Carlo. Et puis aussi des rôles comme Hamlet, j'aimerais bien faire Athanaël aussi dans Thaïs, des rôles comme ça. Ben, je vous le souhaite et je vous remercie parce que bon, je sais qu'il y en a quelques minutes. Oui. Pauvre prince, voilà que la guigne l'a repris. C'est normal, hein? Il avait perdu sa mascotte. Ces envoyés du paradis sont des mascottes, mes amis. Heureux celui que le ciel donne une mascotte.